Salut tout le monde, voici la suite de notre galerie de portraits pour la draft 2023 de la NBA. On prend les meilleurs joueurs de cette classe, mais aussi les Français, et on vous donne l'essentiel. Voici donc l'essentiel en 20 minutes sur le Français Ryan Rupert. Ryan Rupert est né le 31 mai 2004, il aura donc 19 ans le soir de la draft, un des plus jeunes joueurs de cette QV, 2 m 87 kg 5 mesuré récemment au NBA Draft Combine. Ce sont donc les mensurations officielles avec une envergure très impressionnante de quasiment 2 m 16, 2 m 17. Sur notre big board, donc notre classement, je rappelle que c'est pas en fonction de l'équipe qui choisit à cette position, mais c'est vraiment un classement de valeur des prospects. Nous l'avons 31e, donc ça serait un début de second tour. On l'a 31e meilleur prospect de la classe chez Envergure. Il était loterie à un moment donné. Alors dans certains boards, pas trop les nôtres. Et il a vu sa cote baisser cette saison à cause d'une saison moyenne. Il jouait en NBL, la ligue australienne. Dans les autres médias américains qui parlent de la draft, 26e chez The Athletic, 18e chez ESPN, 21e chez The Ringer, donc un peu plus haut que chez nous, un peu plus de croyances ou peut-être un peu moins de matchs regardés si on veut grincer des dents. Pour en parler, nous sommes avec notre spécialiste, celui qui couvre la zone NBL, le championnat australien chez Envergure, c'est Yacine. Salut Yass. Salut Alex, salut Thomas. Et Thomas donc, qui lui couvre aucune zone en particulier, mais qui est dans la zone. Un globe-trotter, C'est ça. exactement. Le globe-trotter de la draft, salut à tous. On commence toujours, comme d'habitude, par la biographie express du joueur, Ryan Rupert, donc né le 31 mai 2004 à Strasbourg. Pour le reste, c'est Thomas qui vous en parle. C'est ça, donc un de nos représentants français à cette draft, connu également depuis très longtemps pour être donc le fils du regretté Thierry Rupert, donc international français au basket, donc grande carrière en tant que joueur de basketball professionnel. Il a donc été mis dans le bain du basket très très tôt. Il joue au basket, il marchait pas encore sur ses deux jambes, donc il a toujours eu une balle de basket entre les mains. Il a également d'autres personnes connues dans sa famille, notamment sa grande sœur Iliana Rupert, qui a été championne l'année dernière en WNBA avec Las Vegas, et qui cette année va jouer du côté d'Atlanta. Donc une famille de basketteurs depuis longtemps, ça l'a fait baigner dans ce milieu. Il a donc commencé à jouer au basket très tôt. Il a pris sa première licence à l'élan Chalon à 4 ans. Ensuite, il a pu jouer du côté du Mans. Et il a intégré petit à petit donc le pôle France. Il a joué en Benjamin puis en minime. Il a intégré ensuite donc l'INSEP. Et en dernière saison à l'INSEP, c'était le joueur majeur de cette équipe. Il était meilleur score à 14 points par match. Il a également été représentant avec l'équipe de France sur les différents tournois d'été, notamment pour penser à l'année dernière où il était à l'Euro du 18 en Turquie, à Izmir, je crois, avec Bilal Koulibaly, avec Sidi Sissoko, donc avec deux autres Français qui sont attendus à cette draft. Cet été, alors qu'il avait des propositions pour rejoindre la Pro A, il a décidé, comme l'an passé avec Ousmane Diagne ou Hugo Besson, de rejoindre l'Australie et plus précisément la Nouvelle-Zélande en rejoignant donc les Breakers dans le championnat de division 1 australienne, la NBL, où il a joué cette saison dans une équipe qui a fait un fort beau parcours. Qu'est-ce qu'il faisait cette saison justement? Oui, effectivement, ils sont allés jusqu'en finale. Hein. Ils ont perdu en finale au match 5, c'est ça. C'est ça. Hein. Ils sont allés jusqu'en finale, l'équipe de Ryan Rupert en NBL. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette équipe? euh, 18 matchs en tant que titulaire, 28 au total sur la saison, avec un temps de jeu moyen d'un peu plus de 17 minutes. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces minutes défensivement et offensivement, Yacine? Quel était son rôle? Il avait un rôle, je vais commencer par le défensif, très important, car il était un très bon défenseur. Il a impressionné beaucoup de gens du côté défensif. Et du côté offensif, il était plus off-ball. Par moments, on le voyait initier des pick and roll. On a vu qu'il pouvait devenir un playmaker. Après, c'était un porteur de balles secondaire, voire tertiaire.
Euh, Après, son problème a été au niveau de son efficacité au tir, du côté offensif, où il a 35% au tir, 23% à 3 points sur 3 tentatives par match. Il est très peu agressif, offensif, il va 2 fois sur la ligne à 71%. Donc si on retient Ryan Rupert, c'est plus du côté défensif où là il est très fort. Et on a vu des Il séquences, était sur le plus fort joueur adverse? pas tout le temps, pas Pas tout forcément, le temps. pas tout le temps. Et il défendait sur quelle position à peu près? Il pouvait défendre sur le poste 2, 3 de l'équipe adverse, ou voir le poste 1 aussi. Ok. Plus sur les postes extérieurs en tout Ouais, cas, malgré exactement. sa grande envergure. Ouais, parce qu'il est encore un peu léger. C'est ce qu'on a retenu quand même avec les mensurations du NBA Combine, 88 kilos pour 2 mètres. Manque de force. Ouais, quand on veut être un gros défenseur, il faut quand même peser son poids en NBA, hein. Regardez les différents gros défenseurs des postes 2, 3 et même 1. Marcus Smart, il est tanké, hein. Donc, euh, donc généralement, il vaut mieux être un peu, ouais, c'est ça, carré quoi, et avoir un gros coffre pour absorber les contacts. Après, Thomas, j'ai oublié de préciser une petite chose qui est un oui, peu importante, c'est sa blessure au coude où il a raté 2 mois de compétition. au poignet, Ouais, au poignet, pardon, au poignet. effectivement, je l'ai pas mentionné non plus. Début de saison, c'est ça, hein. Ouais, début de saison. Poignet droit, donc le poignet qui tire, c'est un droitier. Effectivement, 2 mois de compétition à peu près manqués avant de revenir pour une bonne partie de la saison NBL quand même. Où on lui a aussi laissé du temps de jeu, en tout cas en saison régulière. C'est ce qui se fait là-bas, hein, c'est pas une critique ou quoi, c'est le but aussi de cette ligue, c'est de promouvoir ces jeunes talents et Rupert en faisait partie, c'est fait partie du projet marketing de la NBL, de faire jouer les jeunes qui peuvent un jour aller en NBA pour ensuite voilà récupérer les fruits en disant ah machin il est passé par chez nous et maintenant il joue dans X club, euh, par exemple pour Josh Giddey à Oklahoma City. Thomas, pourquoi on draft Ryan Rupert si on le draft? Quelle qualité on va chercher chez lui? Comme Yacine l'a dit, c'est du côté de la défense que ça se passe. C'est un des meilleurs défenseurs on-ball de la QV. Il a tous les atouts, à part un manque de poids, comme on l'a souligné, pour bien défendre on-ball. Il a énormément été envoyé en mission sur le porteur de balle adverse. On l'a également vu avec l'équipe de France à l'Euro 18 l'an passé. Il jouait très souvent en tête de défense pour aller gêner le porteur de balle adverse. Il a vraiment toutes les qualités pour, comme on l'a dit, il a une très bonne taille, il fait 2 mètres, il a une énorme envergure de quasiment 2,18 m, et donc ça lui permet de gêner beaucoup de profils différents de porteurs de balle. Il a une énorme activité des pieds et des mains, ce qui lui permet d'être très gênant, pardon, donc sur le porteur de balle. Franchement, c'est un des joueurs les plus gênants que j'ai vu sur le porteur de balle. Il met toujours la pression, que ce soit avec ses mains, il agresse vraiment le porteur de balle et ça lui permet de récolter de nombreuses interceptions. Il était meilleur intercepteur de l'Euro 18 l'an dernier. Il ne doit pas avoir des très gros chiffres cette année en NBL vu qu'il n'avait pas non plus un énorme temps de jeu. Mais c'est vraiment un défenseur on-ball de très très grande qualité. Il prend bien les écrans, il aime bien passer au-dessus des écrans, donc il aime bien se contorsionner au-dessus de l'écran pour réussir à passer. Et ensuite, avec son énorme envergure, il arrive à suivre et à contester les tirs. Donc il a vraiment de très très bonnes qualités pour défendre on-ball. Et il a également un bon sens de la défense off-ball, même si c'est un peu moins bien. Il est capable de se prendre un petit cut de temps en temps. Il a encore un petit peu trop à tirer par la balle, je dirais. Mais c'est un joueur sérieux qui a une vraie bonne éthique de travail également. C'est un mec sérieux qu'on peut envoyer en mission défensive. Il a un bon physique, un peu de poids à prendre, mais c'est vraiment un profil défensif de premier plan, un des meilleurs de la QV. Donc c'est pour ça qu'on draft Ryan Rupert cette année. Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour s'assurer une carrière en NBA, Yacine? Son efficacité au tir, améliorer son tir à 3 points. Et parce que je trouve que son handle est plutôt bon. Il arrive à se créer des occasions de tir, mais pas malheureusement, ça rentre pas dedans. C'est pour ça qu'il a très très peu joué en playoff.
Il a passé 8 minutes seulement sur le terrain en moyenne, alors que durant la saison, il était à 20 minutes. Donc je pense que ce qu'il doit améliorer, c'est surtout du côté offensif. Son efficacité au tir, que ce soit au périmètre ou en pull-up à mi-distance. Et je- au niveau playmaking, avoir peut-être un peu plus la balle, lui donner un peu plus la balle, parce qu'il y a eu des flashs lors de sa gestion, lors des pick and roll, sa lecture. Je trouve qu'il a un bon QI basket, quelques flashs au niveau des passes. Donc je pense que c'est plus offensif. Oui, c'est plus dans le tir. Est-ce que tu vois des problèmes dans la manière dont il appréhende ça? Est-ce qu'il a des hésitations? Est-ce qu'il manque de rythme? Est-ce qu'il a une mécanique bizarre? Qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, je pense que sa mécanique a un peu changé par rapport à son poignet. Euh, J'avais vu des spécialistes aussi le dire voilà, sur Twitter, on essaie de voir, de s'informer, etc. Qu'il y a un changement de mécanique, son épaule est plus avancée. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est un problème peut-être mental à cause de sa blessure au poignet. Donc je sais pas. Je commence quand? C'est possible, effectivement, ça peut changer quelque chose dans la manière de shooter. Évidemment, si vous avez déjà eu des blessures à votre main forte ou à votre poignet fort qui shoot, ou même à votre coude, vous vous en êtes sans doute rendu compte par vous-même. Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur soit sur le tir en soi, soit sur un autre secteur de jeu? Sur le tir, personnellement, j'ai des hésitations, même avant sa blessure, notamment à l'Euro, ou même avant quand il jouait en N1 en France. Il a une mécanique, notamment sur pull-up, assez particulière. Sur catch and shoot, ça va. Déjà, premièrement, il a une release ultra haute. Il a un des lâchers de balles les plus hauts que j'ai vu. Il a vraiment, en plus, il est très long. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Il shoot vraiment très, très haut. Donc, ça, c'est un bon point. Ça lui permet de tirer sur tes close-out au-dessus des défenseurs. Donc, ça peut être dur de le contester. En catch and shoot, ça va. Après, sur pull-up, j'ai plus de mal. En fait, quand il va prendre un pull-up, il va vraiment beaucoup se baisser, limite dans une chaise. Et le temps de se remettre droit en I pour tirer, ça va lui prendre un certain temps ou un temps certain. Et du coup, il peut être beaucoup plus facilement contesté. Et ça peut lui poser du tort, lui causer des torts pour tirer après dribble. Après, je pense pas que ce soit un joueur après dribble en NBA. Il va principalement se concentrer sur du catch and shoot. Même sur du catch and shoot, il a encore un peu d'hésitation en fin de saison, notamment sur les playoffs. Il y a un match, il fait 1 sur 6, ça le laissait complètement tiré, ça le laissait ouvert pas à la Draymond Green ou à la Ben Simmons complètement, mais c'était pas des gros close-out sur lui, clairement. Donc il va vraiment avoir aussi ce côté mental, il va devoir réussir à mettre ses tirs, vu que cette année il est à 25%, il est pas durement défendu comme je l'ai dit. Donc je pense qu'il est encore très loin d'être un shooter ne serait-ce que correct en NBA. Il a encore quelques petits soucis mécaniques, je trouve qu'il baisse un peu trop la balle au niveau, quand il va catch la balle au niveau de sa hanche gauche pour après remonter. Donc il a des améliorations mécaniques un petit peu à faire, je trouve. Et après, ça va être au niveau de la confiance, au niveau du travail. Mais en tout cas, je pense qu'il est assez loin d'être un solide shooter NBA. Donc il y a du travail, mais la mécanique est pas non plus dramatique. Le pourcentage au lancer est plutôt honnête. Donc il y a du travail à faire, mais c'est un travail de longue haleine, mais pourquoi pas y arriver un jour. Il en a en tout cas les capacités à lui de travailler pour. Une question pour vous deux. On parle du tir évidemment, c'est ça qui fait le spacing, mais il y a aussi l'intelligence offensive qui peut parfois compenser des joueurs qui peuvent être moyens au tir. Est-ce qu'il a, alors Yacine parlait de son playmaking, mais c'était plutôt balle en main. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ses déplacements sans le ballon en attaque? Ses déplacements ou ses actions, est-ce qu'il fait des petits écrans malins? Est-ce qu'il participe au rebond offensif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui permettre aussi de sauver ce manque d'adresse qu'il aura certainement au moins tôt dans sa carrière, parce qu'il ne va pas progresser d'un coup s'il croit. Pour moi, il a une très bonne lecture de jeu. Il participe, pour moi, il participe bien au jeu, que ce soit dans des écrans pour libérer son meneur, être toujours en position de tir au niveau du périmètre, même s'il n'est pas en confiance. Moi, je trouve il est volontaire. Ouais, pareil, comme Yacine l'a dit, c'est un joueur qui a un bon QI basket, il sait se déplacer, il sait cut, c'est un bon joueur de transition également, il sait finir des deux mains au cercle, donc en transition, il a pas trop de problèmes. Il a un handle, même si je trouve qu'il dribble un peu haut
notamment pour porter vraiment la balle. Il est capable, donc en transition, il n'y a pas de problème, il va pouvoir remonter le terrain pour aller finir dès demain. Non, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui comprend le jeu, c'est un joueur qui sait faire bouger la balle, même si je pense pareil qu'il portera pas la balle en NBA, il sera capable de faciliter le jeu, il est capable de prendre de bonnes décisions. Au début de saison, on l'a vu, comme l'a dit Yacine, on lui laissait un peu de répétition en porteur de balle, donc c'était assez intéressant. Personnellement, le truc qui va un petit peu me freiner en attaque, je trouve qu'il, comme en parlait Yacine, au niveau de la confiance, je trouve qu'il a un manque de confiance, pas forcément en lui, un peu en son corps, même quand il va au cercle, il évite souvent le contact, et je le trouve un petit peu évitant, par moment. Donc, à voir comment, avec cette attaque de cercle, avec au tir, si on le laisse tirer, à voir comment tout ça va se gérer mentalement pour lui, comment ça va affecter son développement. Je le trouve un petit peu, ouais, voilà, un petit peu reluctant parfois à prendre des tirs, à aller enfoncer son joueur au contact. Donc il va devoir prendre du poids peut-être pour s'affirmer, pour prendre un peu plus confiance en lui. Donc quelques doutes personnellement, mais j'espère qu'il va réussir à surmonter ce problème que je trouve qu'il avait encore un petit peu trop cette année. Et j'ajoute pour les finitions au cercle, c'est pas par rapport aux chiffres qu'on a du NBA Combine, c'est pas le joueur le plus athlétique aussi, on n'a pas trop parlé, mais c'est un ailier long, athlétisme fonctionnel, mais il est loin, il a Il a la plus, septième plus basse détente du combine, il me semble. c'est ouais, top, ouais, en tout cas une des 10 plus basses, ouais, effectivement. Il a plus des détentes de pivot, il est plus vers une détente max. Ah, tu pars peut-être de la détente sèche, ouais, mais détente max de pivot que d'ailier. Et en ce qui concerne vous savez peut-être pas, mais au NBA Combine, il y a plusieurs exercices d'agilité, c'est-à-dire concrètement, on doit faire des reprises d'appui, repartir dans l'autre sens le plus vite possible. Et là encore, il a pas été top, même il a pas fait le shuttle run. Il a quand même pas eu des résultats extraordinaires, donc ça n'a pas dû aider son stock, comme on dit, suite à ce NBA Combine. Il n'était pas dans les pires, mais il était quand même loin d'être dans les meilleurs joueurs de cette. Il était par exemple derrière Azuolas Tubelis, qui est quand même pas vu pour être un ailier fort très agile au niveau des appuis. Euh, quel rôle l'année prochaine? Quel rôle l'année prochaine il faut qu'il ait pour toi, Yacine? Est-ce que tu l'imagines avoir du temps de jeu ou pas? Ça dépend dans quelle équipe il va se retrouver. Si Ouais. c'est si c'est chez un contender, je le vends en G-League. Mais si il va dans une équipe comme OKC, les Rockets, il aura, je pense, du temps de jeu. Après, comment on va l'utiliser? Moi, je le verrais peut-être à terme en 3&D s'il améliore son tir à 3 points. Ouais. Alors là, j'ai du mal à me prononcer sur Ryan. Parce que franchement, j'ai du mal à le voir là, maintenant, l'année prochaine en NBA en tout cas. Je le vois plus faire une année en plus. Je trouve que c'est mieux pour lui. Ouais, attendre encore un peu d'être plus mûr, quoi, pour pas trop se brûler les ailes. T'es d'accord, Tom? Ouais, je suis vraiment d'accord avec Yacine. En fait, je le vois pas être positif offensivement en NBA. Le seul moyen pour lui de rentrer vraiment dans une équipe sérieuse, après, bien sûr, il peut jouer en NBA si une équipe se met à tanker, avoir du temps de jeu. Mais à part sur des missions défensives, je vois pas vraiment comment il peut vraiment apporter sur un terrain NBA actuellement. Donc personnellement, pour son développement, ça me dérangerait pas du tout de le voir envoyer en G-League pour reprendre confiance, améliorer son tir. Et même en G-League, il pourrait avoir plus de liberté, donc améliorer le reste de son jeu, continuer de prendre un peu de répétition on-ball pour améliorer son playmaking. Son tranchant on-ball, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais je trouve qu'il manque de tranchant balle en main. Des fois, il sait Hmm. pas vraiment trop quoi faire quand il se retrouve avec la balle. Donc voilà, être plus tranchant, être plus incisif dans ses choix, améliorer son tir. Donc ouais, moi clairement, sauf dans une équipe faible qui joue le bas de tableau, je le vois pas avoir des minutes rapidement en NBA. Et je pense que pour son bien, bon, il peut aller en G-League se développer tranquillement. En plus, on l'a dit au début de l'épisode, il est très jeune. Il est né 2004, c'est un des plus jeunes joueurs de la QV. Donc il y a pas de problème à prendre une année à Tout à fait. progresser de son côté en G-League. Tout à fait, tout à fait. Il y a des joueurs qui sont prévus dans le top 6-7 et qui ont au moins un an de plus que lui, hein.
Donc c'est vraiment, t'as raison de ressouligner son âge. Yacine, est-ce que tu y crois? J'y crois. T'as le droit de dire non, c'est pas Non, facile. mais En plus, toi, t'es belge, Ouais. je t'en fous. Non, j'y crois que si l'équipe qui le draft a un vrai projet avec lui, par exemple comme les Spurs avec Joshua Primo. Là, Avec Joshua Primo. Ouais, qui a mal fini d'ailleurs. T'as pas pris le meilleur exemple. Ouais, qui a mal fini. Mais c'était le seul que j'avais en tête. Mais voilà, Oui. voilà, je le vois peut-être réussir dans un projet sérieux où on croit vraiment en lui. On le développe. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. On ne parle pas de l'extra sportif. Non, je parle de basket. Ce qui concerne Ryan Rupert, qui vient pour le coup d'une famille il connaît le professionnalisme. Donc pour le coup, c'est pas pour ça que ce genre d'attitude est à exclure complètement, mais il y a quand même des bases qui sont déjà acquises probablement et qui sont pas naturelles à tout le monde et qui le sont à lui puisqu'il a grandi dans cet environnement professionnel du basketball. Thomas, on y croit ou pas? Quelques doutes, forcément quelques doutes, notamment sur le tir, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'il est vraiment loin d'être un shooter OK en NBA. Par contre, il a des vraies qualités, comme on en a parlé, défensivement, c'est vraiment très costaud, notamment sur l'homme, c'est un des meilleurs de la QV, je tiens encore à le souligner, c'est vraiment très bien, il a défendu contre des pros cette année, même des joueurs beaucoup plus petits que lui, des joueurs assez vifs, il était capable de les tenir, donc c'est vraiment très bien. Offensivement, c'est trop brut pour que je le sélectionne trop haut personnellement. Mais il a quand même des qualités, il a un sens du jeu, il a un shoot qui est encore assez loin d'être viable, mais qui est à développer, c'est pas catastrophique, il a un sens du jeu, il est capable de poser la balle par terre, il est capable de distribuer la balle, donc c'est un projet à long terme que j'achète, oui, forcément, on va essayer d'y croire, mais que j'achète moins haut que d'autres joueurs, donc c'est plus un joueur que je vais acheter en fin de premier tour, à partir des 25 ou en début de deuxième, en gros. Donc un joueur dans lequel je crois, mais pas trop haut, quoi. C'est pas un joueur que j'achète en fin de loterie, quoi. Ok, comme il était vu passer un temps, en tout cas chez ESPN. Merci à toi Thomas, merci beaucoup Yacine. Vous retrouvez nos autres portraits sur les différentes applis d'écoute. Vous retrouvez les fiches techniques des joueurs sur envergure.co ainsi que nos articles, notre big board, notre classement des meilleurs prospects pour la draft 2023. Et on se dirige tout doucement vers la soirée draft qu'on fera donc chez First Team. Salut tout le monde!